Voudrais qu'on accueille Arnaud Blaise qui dirige une boîte d'informatique et puis Antoine Normand qui lui est au Québec. Je crois qu'ils sont tous les deux avec nous. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Alors ça c'est Arnaud, Salut, tu vas bien? ça va bien, je te remercie. Et puis je crois que on a Antoine qui est au Québec, qui est avec nous aussi, si on peut le voir à l'image Laurent. Tu vas bien? Oui, ça va très bien, merci. Il a l'accent, je suis hyper content. J'avais un petit doute à un moment donné parce que hier on m'a donné un belge qui n'avait pas l'accent belge et c'est forcément très décevant. Donc là je suis ravi. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation à débattre sur le sujet de la cybersécurité. Je commence peut-être par donner la parole à Arnaud. Alors explique-nous toi quel est ton métier et quel est ton point de vue sur cette crise-là et pourquoi aussi on choisit de parler de cybersécurité aujourd'hui. Je suis Arnaud Blaise, j'ai créé une société qui s'appelle NSOC, Network Security Operating Center, il y a 12 ans maintenant, et on fait du conseil en cybersécurité. La cybersécurité, euh, l'activité de conseil passe par de l'audit, de l'accompagnement et éventuellement de la mise en service, mise en œuvre d'un certain nombre de solutions. Pourquoi est-ce que il y a des gros enjeux de cybersécurité aujourd'hui? Depuis ce phénomène de pandémie, c'est qu'en fait, on voit la multiplication de méthodes de connexion sur les systèmes d'information des entreprises. C'est-à-dire que la surface d'exposition, ce que les entreprises publient, rendent visible sur Internet, a explosé, décuplé depuis 3 semaines. C'est-à-dire que tu le vois toujours de qu'il y a manière... des attaques et il y a des choses qui sont concrètes ou c'est des vulnérabilités que tu identifies? En fait, ce qui se passe en matière de cybersécurité, c'est qu'il y a 3 types de hackers. Il y a ceux qu'on appelle les script kiddies, qui sont en gros des bidouilleurs fous qui vont chercher des vulnérabilités, chercher à les exploiter. On va avoir après des organisations plutôt mafieuses qui, eux, cherchent à faire des profits, donc qui vont essayer de chiffrer, voler des données pour essayer de les monétiser derrière. Et puis derrière, ceux qu'on appelle les activistes, qui, eux, prônent plutôt un engagement idéologique fort. Euh, en- dans tous les cas, les hackers agissent plutôt par opportunisme. 80% des incidents de cybersécurité sont liés à des applications qui sont mal paramétrées, pas à jour, ou à des comportements humains qui ne sont pas adaptés. Et donc, On dit tout le temps qu'en clairement, informatique, le plus gros problème est entre le fauteuil et le clavier, c'est-à-dire l'utilisateur de l'informatique. C'est quelque chose que tu peux confirmer comme vieil adage technique. c'est une formule qui est souvent utilisée. Chez NSOC, on préfère dire que le meilleur antivirus du monde, il est entre la chaise et le clavier. Mais encore faut-il qu'il soit activé et mis à jour. Ce qui est plus C'est-à-dire compliqué encore. que... Pardon? Ce qui est compliqué parce que c'est difficile de se tenir au courant de tout ce qui peut arriver quand on n'est pas au courant. Je pense aux premières attaques de phishing, donc ces emails qu'on nous envoie et qui en fait sont faux et sont faits pour attraper nos codes. Maintenant, on est un peu plus formé à ce type de potentialité, mais il y a quelques temps, les premières arnaques comme ça, on n'avait pas idée que ça pouvait exister, donc on pouvait se laisser avoir très facilement. C'est avant tout du bon sens. Quand on trouve une clé USB dans la rue, ben, on la branche pas sur l'ordinateur à la maison. Quand tu trouves une bouteille d'eau dans la rue, ben, tu bois pas son contenu. Ouais, mais C'est, de là à c'est... penser, il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'un mail, c'était forcément certifié. Si l'expéditeur était marqué, c'était forcément le bon. Il a fallu avoir toute une éducation. Et encore, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le sender, l'émetteur d'un mail peut être complètement trafiqué et ça peut être complètement quelqu'un d'autre. Et ça, c'est. En fait, on n'a pas d'émission de télévision. Au journal de 20 h ne passe pas les informations qui permettent de se mettre à jour sur la cybersécurité. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors ça, ouais, complètement. Mais par contre, c'est aussi du devoir du dirigeant de l'entreprise de sensibiliser ses équipes, de passer par, pourquoi pas, des campagnes de phishing. Nous, on en réalise. On en a fait une pour un gros groupe, 4800 mails envoyés. Donc sur 4800 boîtes mail collaborateurs, on a 2400 personnes qui ont cliqué sur le lien et on a 1200 personnes qui ont renseigné leur identifiant mot de passe, qui nous ont permis, qui auraient pu nous permettre de prendre le contrôle sur l'intégralité du système d'information de l'entreprise. Donc, Et pour c'est bien comprendre, vous valable. avez fait un faux envoi, en fait, comme si, en gros, vous leur avez dit à la fin, en fait, on a récupéré vos codes parce que vous nous les avez donnés, et en fait, si on avait été des méchants, en gros, c'était pour votre gueule, quoi. C'était plié.
Et du coup, ça permet, de marquer les esprits, de dire ah ok, je me suis fait avoir, parce qu'on a un message qui dit attention, le premier rempart en matière de cybersécurité, c'est vous. On met en place des solutions technologiques, on met en place un certain nombre de choses, mais il suffit d'un clic, il suffit d'une pièce jointe ouverte pour mettre à mal tout le fonctionnement de l'entreprise. C'est toujours d'actualité, ça, que la pièce jointe est le point noir des réseaux, des systèmes? Le mail d'une manière générale. La pièce jointe, on a quand même beaucoup d'antivirus, beaucoup de solutions qui vont limiter son impact. Mais c'est pas parce que on est vacciné contre la grippe qu'en période d'épidémie, on peut lécher les barres du métro. J'ai l'impression que tu as plein d'exemples très concrets. qui- Ouais, 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 bien Ouais, sûr. mais Et c'est on vrai. essaye justement de rendre ces messages. Enfin, les objections qu'on a souvent de la part des utilisateurs finaux, c'est ah mais moi l'informatique, j'y connais rien. Hmm. Et du coup, on est obligé de trouver des messages réflexes qui parlent. Bah Mais voilà, un mot de effectivement, les passe, barres c'est de comme métro, moi j'y connais rien non plus et je vais pas aller les lécher. Alors effectivement, c'est un bon exemple. c'est ça, ou la clé USB et la bouteille d'eau, Ouais. clairement. Mais après, c'est vrai que l'exemple de la clé USB, c'est un peu comme si tu recevais une enveloppe dans ta boîte aux lettres personnelle avec une clé USB avec la photo de quelqu'un que tu connais et qui te dit j'ai mis les photos de nos vacances, tu vois, et c'est traître à ce point-là. C'est pas souvent la tentative de phishing et d'escroquerie par email, elle est plus complexe que la clé USB dans la rue. Il y a une fraude sur l'identité et c'est vrai qu'on pourrait se faire avoir dans la vie aussi si quelqu'un se fait passer pour quelqu'un d'autre. Ah bah ouais, bien sûr. Et puis les arnaques au président, ça existe depuis très longtemps, hein. Des simples coups de fil. Quand c'est fait dans l'intention de nuire ou de récupérer beaucoup d'argent, on est prêt à passer. Enfin, certains hackers sont prêts à passer 3 mois pour monter une opération et gagner un virement de 250 000 euros sur un compte obscur C'est en rentable. Lituanie qui va transiter derrière. Donc voilà, et effectivement, si on sensibilise et si en plus de ça, on s'assure que toutes les mesures technologiques, techniques sont bien mises en œuvre, que tout ça fonctionne, et Est-ce que ben, tu as on beaucoup a de parlé meilleures chances de s'en sortir. Après, la sécurité absolue n'existe pas, et il faut pas non plus que ça entrave enfin, que ce soit contre-productif. On a parlé du mail et du risque par les pièces jointes. Est-ce que l'utilisation d'un webmail, typiquement Gmail ou Outlook en ligne, présente moins de risques? J'ai l'impression que ces services-là ont une sorte de scan automatique des pièces jointes. Et moi, pour en tout cas être utilisateur de Gmail, j'ai jamais l'impression d'avoir eu téléchargé une pièce jointe qui était frauduleuse. Elles ont toujours été signalées. Est-ce que c'est une tendance protectrice d'utiliser les webmails plutôt qu'un logiciel? Ou est-ce que pour toi, ça n'a pas d'impact? La question est complexe et je pourrais pas te donner une réponse tranchée. Il y a un certain nombre de mesures techniques, technologiques, encore une fois, qui sont mises en œuvre par ces gros opérateurs. Après, ça pose d'autres questions en matière de protection des données personnelles, en matière de souveraineté, enfin, du cloud. L'ordinateur, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc, à partir du moment où on vient poser nos données sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, potentiellement, il peut y avoir accès et en faire un usage qui n'était pas prévu initialement. Donc après, conseiller une solution par rapport à une autre, c'est vraiment en fonction du contexte qu'on pourra identifier ce qui est le plus pertinent. Ce qui est sûr, c'est que si on gère nos propres infrastructures, il faut s'assurer qu'elles soient à jour. Si on confie la gestion des infrastructures, et ben, il faut aussi peut-être de temps en temps challenger nos intégrateurs, nos infogéreurs, et puis auditer le travail qui est fait. Parce que eux aussi sont pas à l'abri de l'erreur humaine, sont pas à l'abri de quelque chose qui serait une porte vraiment ouverte sur le système d'information. Pour revenir au contexte vraiment lié À la à crise. cette pandémie, nous, on a vu là depuis 3 semaines des clients qui nous ont dit on a une super application métier interne dans l'entreprise qui est utilisée par nos 2000 collaborateurs. Ça passe tout au travers du navigateur. Est-ce que vous pouvez nous aider à la mettre en ligne sur le web pour que nos collaborateurs puissent y accéder depuis leur maison? L'application, le niveau de sécurité a jamais été testé. On n'est pas sûr que le truc soit à jour. Il y a rien qui a été fait dessus. Donc non, on n'expose pas tout son patrimoine informationnel sur Internet sans un minimum de sécurité.
Du coup, Le là, on danger a là, c'est l'urgence en fait, c'est ça, non? C'est de remettre en place trop rapidement des accès VPN, des solutions de visioconférence, des choses qui n'ont pas, qui normalement auraient pris plusieurs mois pour être intégrées correctement et testées. Et là, c'est avec l'urgence, on passe outre tous ces tests de sécurité. bah, ouais, complètement. Et puis, il faut rester. Enfin, faut pas confondre vitesse et précipitation. Vaut Et mieux il perdre une existe des semaine solutions. d'activité Tu d'entreprise parlais de que tout perdre. VPN. Ouais. Tu parlais de VPN. Typiquement, il vaut mieux avoir des connexions VPN pour les utilisateurs plutôt que d'avoir directement l'application qui est visible sur Internet. Les hackers agissent par opportunisme. Ils passent devant, ils scannent. S'ils identifient quelque chose qui, pour eux, peut être intéressant à creuser, ils vont creuser. Ils vont essayer de rentrer dedans. Ils vont trouver la vulnérabilité, peut-être récupérer un compte utilisateur mot de passe qui aurait fuité parce qu'il y a des fuites de données tous les jours. Et à partir de là, essayer de compromettre le système, bloquer les informations ou voler le patrimoine informationnel de l'entreprise. Mais ça, au travers d'un VPN, c'est plus difficile parce qu'il faut déjà avoir accès à ce premier rempart. Et après, on est confronté à la sécurité de l'application en tant que telle. Mais si de base, on met l'application en direct sur le web, il n'y a que la sécurité de l'application qui est mise en œuvre. Et si elle n'a pas été testée, bah là, c'est compliqué, ouais, clairement. Je voulais qu'on donne la parole à Antoine Normand depuis le Québec parce que chez vous, le gouvernement vous a demandé, en prenant peut-être un peu d'avance sur la France, de réfléchir à ces problématiques-là et de mettre en place un portail en très peu de temps. Explique-nous quelle est la démarche et ce que vous avez fait pour protéger les gens des attaques potentielles. Ben, oui, merci de nous donner la parole. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et ce qui est arrivé il y a quelques semaines, il y a environ 3 semaines, moi, premièrement, je préside le cluster là, ou la grappe industrielle en cybersécurité pour le Canada. Et il y a 3 quoi semaines, l'INSECM? C'est quoi exactement? INSECM, c'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez Exatrust en France, c'est un peu le même modèle, c'est-à-dire une association, mais qui est réellement une association d'entreprises de cybersécurité là, de partout au Canada. D'accord. Et donc, on a eu un appel du ministre québécois de la Transformation numérique il y a environ 3 semaines. Et le gouvernement du Québec venait de se rendre compte que d'envoyer tout le monde en confinement et de demander à toutes les entreprises de faire le plus de télétravail possible venait de créer une immense surface d'attaque. Beaucoup plus grande pour les PME et les grandes entreprises aussi, mais surtout pour les PME, hein, parce que les PME n'ont généralement pas l'infrastructure des grandes entreprises pour protéger leurs travailleurs qui voyagent ou qui sont à l'extérieur du réseau interne de l'entreprise. Donc, le gouvernement du Québec nous a dit, écoutez, il faut qu'on sensibilise l'industrie, il faut qu'on sensibilise toutes les PME canadiennes et donc québécoises, c'est-à-dire dans ce cas-ci. Ils ont dit, est-ce que vous pourriez nous faire un genre de résumé des meilleures pratiques et puis consulter votre réseau de membres pour voir quels seraient les conseils des experts. Donc, on a très rapidement lancé un appel à tous. Et en moins de 24 heures, on a 31 entreprises de cybersécurité québécoises qui nous ont répondu en mettant en ligne des webinaires, en publiant des meilleures pratiques, en donnant des exemples de choses qui pouvaient être faites. Et on a tout concentré ça dans je vais utiliser le mot anglais, un landing page, là, donc un micro-site web qui regroupe ces Une page d'atterrissage en français. Je suis très surpris parce qu'on me dit tout le temps, les Québécois n'aiment pas aiment franciser tous les mots. Alors, je suis surpris qu'en France, on dise page d'atterrissage et que vous ayez le vocabulaire anglais. Oui, mais à vrai dire, moi, je suis à Gatineau. On est immédiatement à la frontière de l'Ontario. Hein. Ottawa, c'est visible de ma fenêtre de bureau. Et donc, je travaille en anglais, je dirais, entre 80 et 90% du temps. Alors, est-ce que vous, justement, vous avez réussi à ne pas confondre vitesse et précipitation et en 24 heures, en aussi peu de temps, vous avez réussi à faire un sommaire utile et fonctionnel pour qu'on puisse avoir toutes les bonnes pratiques? Oui, puis je vous invite à le visiter. Hein. C'est INSECM, en un seul mot, la lettre INSECM.ca/télétravail. Et je crois qu'on a fait un bon résumé des bonnes pratiques, mais en comprimé
imprimant les 12 meilleures pratiques là, de base que toutes les entreprises devraient utiliser. Là. Des trucs comme assurez-vous que vos plateformes sont à jour, utilisez pas un ordinateur, l'ordinateur que les enfants utilisent pour faire pour jouer en ligne à Fortnite, ben, c'est peut-être pas une bonne idée de vous brancher à votre réseau d'entreprise avec exactement le même ordinateur. Cloisonner les outils. Utilisez pas de clé USB que vous avez reçue par la poste ou que vous avez trouvé dans un stationnement de magasin pour brancher dans votre ordinateur, etc., etc. Je vous pose la question à vous deux, à Arnaud aussi. Est-ce que, d'après vous, la plus grande menace aujourd'hui, elle est des hackers d'opportunistes que vous avez mentionnés, ou est-ce qu'il y a une autre menace que je t'ai pas entendu nommer, notamment Arnaud, tu as parlé d'activistes, de différents groupes de hackers et de mafias. Est-ce que dans les mafias, tu mets les États, qui peuvent être des États ennemis, parce qu'on entend souvent parler, en tout cas dans la presse, de groupes de hackers qui sont extrêmement bons, qui sont soit chinois, soit russes, qui sont un peu des groupuscules qui sont pas officiellement rattachés à l'État, mais dont on sait que derrière, c'est les États qui les financent, pour faire de l'espionnage industriel. Est-ce que ça vous paraît être une menace sérieuse et crédible pour les entreprises, et notamment pour les PME que nous sommes, ou est-ce que la menace, elle est plus du mec qui joue et qui veut gagner de l'argent en bloquant un ordinateur? Antoine, je te laisse répondre. Au Canada, l'organisme CAN Cyber, là, qui recense les différentes menaces et qui les partage avec d'autres pays comme l'ANSSI en France, a vu une hausse de 37% au mois de mars du trafic à caractère illégal qui provient de la Russie et de la Chine. Donc il y a très certainement une hausse du hacking d'État qui est en place actuellement pour déstabiliser d'autres États. Parce que on peut considérer que dans la vie d'avant, il y a des services d'espionnage de chacun des pays qui font de l'espionnage industriel pour le compte de leur pays, c'est la règle de base, et que donc du coup tout ça ne s'est pas arrêté par solidarité pour le coronavirus, et que donc du coup plus il y a de vulnérabilité, et donc plus on a étendu les réseaux, on les a déplacés de nos entreprises qui étaient le centre névralgique, on les a ramenés chez les individus, tous les États qui faisaient de l'espionnage profitent de cette situation. Aucun service d'espionnage n'est arrêté aujourd'hui, on est d'accord avec ça? Entièrement d'accord. Carrément. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ça? Est-ce que, notamment dans les outils qu'on utilise pour faire de la téléconférence, il y a d'après vous des menaces identifiées? J'entends beaucoup parler de problématiques de sécurité avec l'application Zoom qui est devenue extrêmement populaire en très peu de temps. Est-ce que c'est des choses que vous confirmez? Est-ce qu'il y a d'autres préconisations que vous pouvez faire? Je crois on vient tout juste de réaliser avec Zoom, avec le plus ou moins scandale qui existe autour de cette application-là, qui a été downloadée, qui a été téléchargée par 200 millions de personnes au mois de mars seulement, qu'il y a des vulnérabilités inhérentes. Et on faisait entièrement confiance à ce type d'application-là avant que des chercheurs et des experts en cyber là, se mettent à soulever et à scanner le système pour se rendre compte que c'est des petites clés d'encryption qui sont distribuées par des serveurs qui peuvent aussi bien se trouver en Chine, aux États-Unis ou ailleurs. Et donc, que ce qui est utilisé, ce qui est inhérent à la sécurité de ces applications-là n'existe en fait pas vraiment. Là. Et au-delà des failles de sécurité, on sait que ces applications-là sont sur des serveurs qui, la plupart du temps, sont gérés par Amazon Web Services, qui est un géant de l'hébergement web. Que les gens connaissent Amazon, le cybermarchand, mais connaissent moins ce qui fait le vrai chiffre d'affaires d'Amazon, qui est l'hébergement de services. Je ne sais pas si c'est le cas de Zoom, mais j'imagine, parce que ce service-là a la particularité de pouvoir permettre de démultiplier la capacité d'hébergement. Et je pense que pour une application comme Zoom, il faut savoir qu'ils n'ont pas leur propre serveur, mais qu'ils ont une infrastructure, et que cette infrastructure est souvent soumise au Patriot Act américain. Est-ce que ça veut dire que quand on fait une téléconférence en France en utilisant Skype, Zoom ou Microsoft Teams, qui sont les trois gros du secteur, potentiellement on peut être espionné par l'État américain? Parce que les serveurs sont chez eux. Pardon? Moi, j'ai une expérience tout à fait personnelle avec ça que je peux vous partager. Mais... Le risque existe toujours. Je pense qu'il faut pas, il faut être vigilant. Après, en France, on a ce qu'on appelle une loi de programmation militaire qui a identifié des organisations d'importance vitale, donc des structures qui potentiellement, si elles sont ciblées par une cyberattaque ennemie d'un pays,
euh, ont un certain nombre de mesures à mettre en œuvre, et c'est des mesures qu'ils préparent depuis Je crois qu'on a eu ta liaison qui a coupé, du coup je ne sais pas si on saura depuis combien de temps il prépare ces mesures. Si on peut signaler à Arnaud qui revienne avec nous. Ça nous laisse le temps, Antoine, pour ton anecdote personnelle. Écoutez, moi, dans ma vie professionnelle, je travaille principalement en cybercriminalité, donc avec des grandes agences comme la gendarmerie chez vous ou la police nationale, et un groupe de cybercriminels qui faisait de l'abus sexuel d'enfants avait décidé, il y a quelques mois, d'utiliser Zoom pour partager leur passion. Et donc, le gouvernement américain est intervenu auprès de l'entreprise pour leur demander d'identifier qui faisait partie de la visioconférence, et Zoom n'a pas eu le choix de donner ces informations-là. Donc, ils y ont accès en clair, c'est très clair. On t'a retrouvé, Arnaud, si tu voulais terminer ton info. Ouais, simplement, c'est pas parce que on n'a pas peut-être un patrimoine qu'on considère être visé par une force chinoise ou russe ou je ne sais quoi, que potentiellement on est à l'abri. On est dans une phase là où globalement les hackers sont extrêmement actifs, énormément, et ils sont en recherche d'opportunités vraiment. Donc sur les gros enjeux pouvant porter sur la sûreté nationale, il y a effectivement des organisations, des choses qui sont mises en œuvre, avec normalement des structures qui sont un peu préparées à tout ça. Mais les PME, les PMI, les ETI sont pas forcément à l'abri. Elles seront peut-être pas la cible directe de services de renseignement extérieurs, mais il y a quand même un risque qui est important. On peut considérer globalement que tout ce qu'on dit sur ces réseaux, y compris d'ailleurs une conversation comme celle-ci qui se passe par Skype, est potentiellement enregistrée et retranscrit en direct sur des serveurs, parce qu'il y a une option dans Skype, on peut le tester à la maison, c'est marqué activer les sous-titres, et en temps réel, ça sous-titre tout ce qu'on dit. Donc on peut imaginer que si c'est une demande dans des États sur lesquels se situent ces serveurs-là, il a possibilité pour des enjeux stratégiques, parce qu'à la base, si mes souvenirs sont bons, le Patriot Act américain, c'était contre le terrorisme, mais est-ce que tout le monde dit on est dans un état de guerre, et là, du coup, de guerre et de crise économique, ça peut devenir un secteur stratégique que de savoir ce qui se passe partout dans toutes les entreprises et d'en tirer des informations à un moment donné. Techniquement, c'est possible. Et si je peux me permettre un conseil, vous avez en France une entreprise qui s'appelle Tixio, T-I-X-E-O, qui est une entreprise de visioconférence ils sont très, très forts. Ils sont vraiment très bons. Ils ont dû faire certifier leur code par l'ANSSI. Et donc, ils sont certifiés pour utilisation par le gouvernement français. Donc, ça peut être une alternative très intéressante locale à Zoom. Moi, j'ai entendu parler d'une solution qui s'appelle Jitsi de vidéoconférence qui était open source, donc libre d'exploitation. Est-ce que ça vous paraît quelque chose de sécurisé? On dit souvent que les solutions open source sont plus sécurisées parce que tout le monde a accès au code et donc en le faisant vérifier par plusieurs personnes, on évite les failles. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez dans votre métier comme raisonnement ou est-ce que c'est faux? Dans mon cas, moi, c'est vrai. C'est aussi probablement la raison pour laquelle beaucoup de services de renseignement utilisent l'application Signal pour pour texter ou même faire des appels vocaux sur leur téléphone portable. C'est parce que celle-ci est open source puis on peut vérifier la sécurité du code. Arnaud, vous avez une tête plus dubitative? Oui, parce qu'après, une solution sur laquelle on a accès au code, il faut encore être un expert pour pouvoir dire tout va bien. C'est pas la garantie. Des fois, une solution peut-être un peu plus simple, moins coûteuse. Le monde libre est gratuit, mais si c'est mal paramétré et que les portes sont grandes ouvertes, il vaut mieux une solution grand public type Skype ou même WhatsApp ou Teams. Éviter de transmettre de l'information sensible par ces canaux-là, transférer ces fichiers plutôt en passant par les serveurs de l'entreprise et en les ouvrant en parallèle. Voilà. Moi, le 100% Linux, c'est très bien, mais quand on est des experts.
Le Et monde puis libre, c'est on l'a très vu dans bien. des exemples récents, C'est des clair. logiciels très connus open source avaient des failles énormes que personne Bien n'avait sûr. diagnostiquées. Elles ont fini par l'être, mais c'est pas parce que tout le monde peut regarder que tout le monde va le faire et identifier des problématiques, effectivement. Android, le système d'exploitation des téléphones Samsung et autres, est effectivement accessible, je crois, en libre, mais je crois que c'est la plateforme la plus vulnérable, sur laquelle on compte le plus de vulnérabilités au monde aujourd'hui. Ouais, Donc parce faites qu'elle a les aussi mises à plus jour. d'utilisateurs et du coup, c'est vrai que c'est très intéressant d'aller sur ces plateformes-là pour essayer de trouver les failles. Ce serait quoi votre conseil à tous les deux à donner aux gens qui se retrouvent en télétravail et notamment aux chefs d'entreprise et je pense aussi aux petites entreprises qui en fait n'ont absolument pas de service informatique, sont souvent gérées à distance par une entreprise qui leur a installé le matériel et configuré, mais ont des contrats de maintenance dont on sait que suivant le sérieux de l'entreprise en question, sont forcément parfois limités au minimum vital. Il y a des mises à jour automatiques qui sont pas forcément faites, etc. C'est quoi le conseil à donner à un gérant d'une petite entreprise qui n'a pas quelqu'un en fixe et qui a dû délocaliser tout son univers informatique pour le télétravail? Bah, de se rapprocher de son infogéreur habituel pour être sûr que les choses ont bien été faites dans les règles de l'art. Mais s'il n'a pas de service informatique, il y a peu de chances qu'il essaie de mettre en œuvre des trucs tout seul. Ce qu'il faut éviter, c'est peut-être d'avoir le cousin qui est un peu bidouilleur, qui vient mettre en place une redirection sur la box de l'entreprise pour pouvoir accéder au serveur. Mais voilà, globalement, les professionnels de, dans nos métiers font bien leur boulot et il n'y a pas de raison. Après, vérifier les mises à jour. Attention à pas trop exposer, mettez pas trop de choses visibles depuis Internet. S'assurer, moi je dirais aussi utiliser du matériel dédié pour se connecter à l'entreprise, ne pas utiliser l'ordinateur familial partagé. S'assurer que le Wi-Fi à la maison chez les travailleurs est aussi sécurisé, là, leur donner des meilleures pratiques pour utiliser des formes d'encryption de base, là, mais qui sont s'assurer que les Wi-Fi sont pas entièrement ouverts chez les gens à la maison. Puis surtout de ne pas brancher n'importe quoi ou de ne pas ouvrir n'importe quoi. C'est le moment de faire de la sensibilisation auprès des employés qu'il y a des vulnérabilités qui sont beaucoup plus grandes qu'à l'habitude. Et effectivement, l'exemple que tu donnais, Arnaud, de faire des faux tests, en fait, est peut-être le meilleur exemple de sensibilisation, de montrer à quel point une entreprise est vulnérable sans prendre de risques, c'est d'envoyer aux gens des messages, ils se rendent compte qu'ils se font avoir par l'arnaque de phishing, de faux émetteurs, ça reste la meilleure manière de sensibiliser. J'ai peut-être une autre question En tout aussi. cas, ça marque les esprits. Ouais, c'est sûr. Et un autre point aussi sur la sécurité des mots de passe, on n'utilise pas les mêmes mots de passe pour le pro et pour le perso. Le mot de passe de l'entreprise, il est que dans l'entreprise et il n'y a que l'utilisateur qui le connaît. Il ne le communique pas à un support téléphonique qui serait envoyé par la maison mère pour regarder que la connexion de télétravail se passe bien ou ce genre de choses. Vraiment rester vigilant. D'autant que dans les petites structures, on se connaît tous et c'est facile de prévenir. Voilà, ce sera telle personne de telle entreprise qui prendra contact avec toi pour regarder ton problème de télétravail. Mais pas. Enfin voilà, faut être vigilant à ce qu'on communique comme information qui concerne l'entreprise. Sur les petites entreprises et sur l'absence d'infogérance, il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent facilement mettre en place un logiciel comme TeamViewer qui est assez simple d'utilisation et qui permet, sans avoir à faire de redirection ou quoi que ce soit, de prendre le contrôle de l'ordinateur de la maison, de l'ordinateur du bureau depuis la maison. Est-ce que ça présente des vulnérabilités d'après vous ou est-ce que c'est plutôt une bonne manière de faire? C'est pas forcément quelque chose facile à mettre en œuvre dans tous les usages, mais ça peut être une bonne alternative, d'autant qu'on peut intégrer de l'authentification double facteur, c'est-à-dire avec un téléphone qui est couplé. On peut augmenter le niveau de sécurité. Au bout d'un certain nombre de tentatives infructueuses, ça bloque les tentatives de connexion. Voilà, il y a quand même pas mal de points qui sont pertinents. Ça peut, Je sais pas, Antoine, si tu as un avis sur le sujet? Oui, en autant, je dirais que ça peut être une bonne solution en autant que l'ordinateur sur lequel on initie la connexion n'est pas lui-même compromis. Ouais. D'où ma suggestion d'utiliser, si c'est le cas, un ordinateur qui est dédié à ça, fourni par l'entreprise et non nécessairement l'ordinateur sur lequel les enfants jouent à Fortnite. J'ai compris que tu en avais gros contre Fortnite.
Ouais, ben, ils passent beaucoup de temps à la maison, les adolescents. J'ai une question toute naïve, mais que j'imagine on doit vous poser tout le temps. C'est quoi le meilleur antivirus? C'est une bonne question. Moi, je m'éloignerais des solutions typiquement américaines qui semblent souvent retransmettre beaucoup d'informations à leur émetteur, surtout pour les logiciels gratuits là, comme Avast et d'autres. Là, Bah, c'est pas Norton est américain. nécessaire. On a eu le cas dans les deux. Moi, j'ai entendu le cas dans les deux. Norton est américain et est suspecté par moment de retransmettre des informations aux Américains. En fait, simplement, ils analysent les fichiers et ils demandent à leur serveur si le fichier est connu ou pas. Donc, mécaniquement, ça remonte. Mais j'ai eu la même chose du côté russe, parce que Kaspersky, qui est un des gros antivirus aussi, est russe. Donc, des deux côtés, on peut suspecter que les gouvernements ont plus ou moins accès aux données. Alors, on ne sait pas quoi faire du coup. Arnaud, vous utilisez quoi chez Ouais. vos clients? On a différents, enfin ça dépend des plateformes. Globalement, pour moi, le meilleur antivirus, c'est l'interface entre la chaise et le clavier. C'est la vigilance de l'utilisateur. On reçoit un mail de quelqu'un qu'on connaît pas au sujet d'une facture qu'on connaît pas, avec une extension de fichier qui est bizarre, avec un caractère d'urgence. On trouve une clé USB dans la rue, et ben on ne branche pas, on clique pas. Quand on reçoit un mail avec un lien vers un site web, il suffit de passer la souris au-dessus et on voit vers quel site web c'est renvoyé. C'est facile de contrôler s'il s'agit bien de la bonne personne qui vous a envoyé ce mail-là. Et au besoin, en cas de doute, vous décrochez le téléphone et vous passez un coup de fil à l'interlocuteur pour dire dis donc, c'est bien toi qui m'as envoyé ça, le fichier il est légitime? Mais il y a parfois des trucs extrêmement vicieux. Moi, j'ai été confronté à des sites qui affichaient un message, une sorte de pop-up qui était copié-collé de celui de mon antivirus et qui me disait votre ordinateur est infecté, cliquez pour le désinfecter. Ça installe un fichier. Alors effectivement, quand tu t'y connais un peu, tu te dis bon, ça a l'air louche, mais enfin, je sais pas, moi, mes parents se sont fait avoir plusieurs fois en fait par des trucs comme ça parce que tu crois que tu vas désinfecter ton ordinateur et que pour le désinfecter, il faut installer un truc. Tu le fais, tu penses être rassuré. En fait, ce truc-là est le virus. Donc il y a quand même une créativité qui est extraordinaire dans les attaques, je trouve. Ah bah oui, bien sûr. Mais parce que les enjeux sont de taille. Du coup, on dépense de l'énergie pour essayer d'aller pirater les machines. Mais après, je sais pas sur quel site tu vas, Floris. Oui, il y a ça. Je comprends ce que tu veux dire, mais non, c'était pas le cas. C'était pas un site pour adultes. C'était quelqu'un qui avait acheté un nom de domaine très proche du site sur lequel je voulais aller. Et c'est malin aussi parce qu'en fait, j'ai fait une erreur en tapant et donc du coup, je suis arrivé sur ce site-là et ça m'a dit votre ordinateur est infecté. Mais effectivement, c'est vrai que les sites porno sont gavés de trucs un peu particuliers parce que effectivement, ça rapporte derrière. Donc On commence à voir aussi des agences gouvernementales qui mettent en place des systèmes ou des fournisseurs de DNS sécurisés, donc qui bloquent par défaut ce type de site-là qui savent qui est potentiellement compromis. Donc on l'a vu récemment, il y a une initiative, vous taperez dans Google le bouclier canadien. Donc ceux qui fournissent les .ca, l'équivalent de vos .fr en France, les domaines, ils ont mis en place un service gratuit de DNS sécurisé, justement pour que les gens puissent aller modifier leur routeur à la maison puis utilisent ces DNS par défaut-là, qui bloquent une très, très grande majorité des sites malicieux comme ceux-là. il y a une boîte qui s'appelle Cloudflare aussi qui fait des DNS qui sont censés être sécurisés et qui marchent pas trop mal. Après, c'est des manipulations qui effectivement peuvent pas être tellement faites par le commun des mortels et en général pas du tout non plus sur les réseaux 4G où on n'a pas accès à ce type de paramètres-là. Donc il y a aussi beaucoup de menaces maintenant qui commencent à se faire sur mobile aussi. On a l'impression qu'on est menacé absolument de partout et que en fait il faut vraiment faire attention tout le temps. Vous confirmez ça? La menace est omniprésente partout et sans cesse renouvelée? Faut pas vivre la peur au ventre non plus, mais il faut rester vigilant. Ouais, puis la pandémie est souvent utilisée comme excuse pour essayer de faire des vols d'identité, d'obtenir de l'information qu'on n'aurait pas donnée normalement, surtout avec les programmes gouvernementaux là, soit de subventions salariales aux entreprises ou même d'assurance emploi pour les particuliers. Il y a de plus en plus d'attaques de phishing qui demandent aux gens venez remplir le formulaire ou vous vous êtes trompé quand vous avez fait votre demande, venez nous redonner vos informations. Il faut être vigilant à ce niveau-là. C'est vrai que la crise a accentué ça, et en plus, comme c'est des sites gouvernementaux qui en général sont assez moches, ils sont d'autant plus faciles à refaire. Ouais, ils sont faciles à répliquer, c'est vrai.
Il faut juste faire gaffe aux fautes. En général, les fautes, ça trahit très souvent des initiatives comme ça. Merci beaucoup à tous les deux. Juste une dernière question. Est-ce que pour se protéger, si quand bien même on se ferait attaquer par... Il y a beaucoup de choses qui bloquent les ordinateurs, demandent de payer une rançon, etc. Vous êtes d'accord que 1, il ne faut pas payer et que 2, il faut avoir des sauvegardes. Et est-ce que le cloud, c'est-à-dire des Dropbox, par exemple, OneDrive, sont des bonnes solutions pour faire des sauvegardes ou est-ce que c'est pas suffisant? Je suis toujours embêté avec des réponses dans la globalité. Le mieux, c'est quand même d'être souverain sur ces données. Et vu de ma fenêtre, c'est-à-dire avoir des sauvegardes qui sont peut-être externalisées dans des data centers français avec des contrats d'engagement de service et pas des solutions grand public. Je suis d'accord. Il n'y a rien comme avoir au moins une sauvegarde de base de ce qui est le plus important localement. C'est complètement débranché du réseau. Là. Parce que les nouveaux ransomware, les nouveaux rançongiciels qu'on voit arriver, ils restent longtemps dans l'ordinateur à attendre que quelque chose de critique arrive et ils se répliquent à l'intérieur du réseau aussi. Hein. Donc c'est pas parce qu'il y a un rançongiciel qui attaque aujourd'hui qu'il est en train d'encrypter nos données depuis les 3 dernières semaines. Merci beaucoup à tous les deux pour ces ensembles de précisions et on peut prendre contact avec vous, avec toi notamment Arnaud, et puis allez voir sur le site insecm.ca, on va le mettre en commentaire, /télétravail, où il y a ce document, ce mini-site, cette landing page, comme tu as si bien mentionné Antoine, qui fait plein de préconisations qui sont souvent de bon sens, mais ça fait toujours du bien de se rappeler des éléments essentiels de la cybersécurité. Merci à tous les deux pour votre temps sur ce live et on se tient au courant. S'il y a des menaces ou des choses que vous devez nous dire impérativement, n'hésitez pas à nous rappeler, on aura grand plaisir à vous entendre.